Le laboratoire Réaction et Génie des procédés est rattaché au Centre national de la recherche scientifique et à l'Université de Lorraine. Il est implanté sur 3 sites. Le site de l'École nationale supérieure des industries chimiques, l'ANSIC, le site de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries agroalimentaires, l'ANSAIA, la plateforme Sciences de la vie et de la santé sur le plateau de Brabois. Alors, je vous le dis tout de suite, le génie des procédés, ce n'est pas les chercheurs du laboratoire qui se prennent pour des génies. Non, le génie des procédés vient du terme anglo-saxon Chemical Engineering, qu'il faudrait normalement traduire par science de l'ingénierie chimique. Quand un chimiste ou un biologiste a conçu une nouvelle molécule ou un nouveau produit dans son laboratoire, il en obtient en général quelques grammes. Comment faire pour en fabriquer beaucoup plus ? Il faut donc concevoir un procédé industriel de transformation, et ce n'est pas simplement faire en plus grand ce que le chimiste ou le biologiste a conçu dans son petit laboratoire. Non, ça ne marcherait pas. L'ingénierie ou le génie chimique sont donc les sciences de l'ingénieur qui servent à cette transposition pour concevoir les procédés chimiques de transformation de la matière. Mais on ne fait pas que la conception, il faut aussi les améliorer, les piloter, et pour cela, il faut comprendre toutes les étapes de la transformation, de la molécule au réacteur chimique jusqu'à l'usine complète. Pour cela, il faut avoir de très bonnes connaissances en chimie, en biologie, mais aussi en thermodynamique, en mécanique des fluides, en thermique, en mathématiques. Comme beaucoup d'opérations de transformation se ressemblent, quels que soient les procédés, en chimie, en biologie, en métallurgie, mais aussi dans l'alimentaire ou dans les procédés de dépollution, on utilise maintenant le terme plus général de génie des procédés plutôt que de génie chimique. Si on ne fait pas bien cette conception des procédés, on rencontre beaucoup de problèmes. Des usines très polluantes, des pollutions aquatiques et atmosphériques, des accidents et des produits pas très respectueux de l'homme et de l'environnement. Ah non, ça, on ne veut plus voir cela. Faire des recherches en génie des procédés, c'est donc contribuer à développer les nouveaux produits et les nouveaux modes de production de demain, plus propres, plus sûrs, plus économiques en matières premières et en énergie et qui génèrent moins de CO2. Le génie des procédés est très concerné par le développement durable. Les recherches au laboratoire Réaction et Génie des procédés sont organisées en 5 axes de recherche, correspondant chacun à un grand thème. Les procédés pour l'environnement, la sécurité et la valorisation des ressources, l'architecture et l'intensification des procédés, les bioprocédés et les biomolécules, la cinétique et la thermodynamique pour l'énergie et les produits, les procédés pour les produits et les matériaux. La première thématique du laboratoire s'intitule « Procédés pour l'environnement, la sécurité et la valorisation des ressources ». Les chercheurs de cet axe ont pour objectif de créer des connaissances pour les procédés destinés à la sécurité sanitaire liée aux pollutions de l'air, des eaux et des sols, la préservation et la restauration des ressources en eau et en sol, la sécurité industrielle afin de prévenir les explosions de poussière et de nanoparticules, la valorisation des ressources secondaires comme des déchets ou des matières délaissées, et enfin l'évaluation des impacts environnementaux des procédés. En résumé, cet axe étudie les procédés liés au traitement des sols, des eaux et de l'air. Les chercheurs du LRGP travaillent en particulier sur les sols des friches industrielles, comme par exemple sur le site de l'ancien haut fourneau de Pompée, près de Nancy, où ont été coulées plus de 8000 tonnes d'acier de la Tour Eiffel. Ces sols contiennent de grandes quantités de métaux comme le zinc, le plomb ou le manganèse, dont il est important de connaître la nature et l'évolution dans le temps. Après carottage, des expériences sont ainsi réalisées à l'échelle 1 pour étudier par exemple l'impact de la pluie sur la mobilité des polluants. La compréhension de l'évolution des polluants dans le sol permet de proposer des solutions de traitement efficaces. L'une d'entre elles a pour objectif de valoriser des sols trop pauvres en métal pour être exploités par les industries minières, mais trop riches pour permettre l'implantation de cultures. Cette solution s'appelle l'agromine. Ce procédé consiste à utiliser des plantes hyperaccumulatrices capables de concentrer dans leurs feuilles et dans leurs graines certains métaux contenus dans les sols. Les plantes sont ensuite récoltées et transformées par des procédés hydrométallurgiques en composés métalliques commercialisables. Des tests à l'échelle de l'unité pilote sont actuellement en cours pour le nickel, avec pour objectif, à court terme, de créer une start-up. Du côté du traitement de l'eau, le laboratoire travaille sur le devenir de micropolluants, comme la présence de médicaments dans les réseaux d'eau après consommation. Ces molécules doivent être éliminées efficacement par les stations d'épuration pour limiter leur impact sur l'environnement et pour éviter de les retrouver dans l'eau potable. Les questions auxquelles les chercheurs tentent de répondre sont par exemple quelles sont les capacités épuratoires des cours d'eau naturels ou encore comment les stations d'épuration éliminent-elles ces molécules indésirables.
Ainsi, des expériences sont réalisées pour mettre en évidence l'impact de ces molécules sur des micro-organismes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement des stations. Sur cette animation, les organismes vivants colorés en vert sont morts après 120 minutes de contact avec des antibiotiques. L'efficacité d'épuration des eaux usées est alors diminuée. Des modélisations hydrodynamiques s'appuyant sur les mesures faites en laboratoire permettent également de comprendre l'écoulement des eaux dans ces installations et d'optimiser ainsi les procédés de traitement. Par ailleurs, le LRGP développe des procédés de traitement par voie électrochimique de résidus liquides riches en métaux d'intérêt économique. Des installations expérimentales permettent par exemple de récupérer et de valoriser l'argent contenu dans les radiographies d'hôpitaux, le cadmium et le manganèse présents dans les batteries de voitures, ou de séparer l'uranium du plutonium en vue du recyclage du combustible nucléaire. Ces procédés servent également pour la production d'acier sans émission de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique ou encore dans les piles à combustible. Enfin, dans l'axe, certains chercheurs étudient les gaz et principalement l'air. Un de leurs défis est de séparer et de purifier des matrices complexes par des techniques d'adsorption. Il peut s'agir d'éliminer des polluants comme les composés organiques volatiles ou de séparer des mélanges gazeux. Vous pouvez voir ici la modélisation du comportement d'un mélange de méthane, de mono et de dioxyde de carbone dans une colonne d'adsorption. Ces travaux auront pour application directe l'amélioration des masques de protection. Ces chercheurs ont également en charge l'étude des procédés de filtration de poussière ou d'aérosols afin d'améliorer leur sécurité. Cette animation permet d'illustrer le colmatage d'un filtre plissé. La filtration de nanoparticules, comme ici des agglomérats de zinc et d'aluminium, représente un enjeu industriel majeur. Ces nanoparticules peuvent être un danger non seulement pour les voies respiratoires, mais aussi pour les propriétés d'inflammation et d'explosion. C'est pour cette raison que le LRGP dispose du matériel nécessaire pour étudier ces phénomènes. Vous pouvez voir actuellement une expérience filmée par une caméra haute vitesse. Ce type de démarche est élargi à des mélanges hybrides solide-gaz pour déterminer les sévérités d'explosion en fonction de la concentration en combustible. Dans l'axe 2, intensification, optimisation et architecture des procédés, l'objectif est de concevoir et d'améliorer les performances des procédés en adaptant les conditions de travail et en identifiant leur structure optimale. Comment fabriquer du plastique à partir de betteraves ? La chimie actuelle dépend énormément du pétrole, en particulier pour la production de matières plastiques. Les chercheurs du laboratoire, en collaboration avec les grandes entreprises du secteur comme par exemple Arkema, cherchent à développer de nouveaux procédés pour utiliser des matières premières renouvelables comme substituant au pétrole. Ici, la matière première est la glycérine, produite en grande quantité lors de la fabrication du biodiesel. La glycérine peut trouver une application finale, par exemple, dans les peintures et dans les couches pour bébés ultra-absorbantes. Dans l'équipe membrane séparation procédé, les chercheurs étudient la séparation de molécules à l'aide de membranes polymères, dont la nature et la structure sont choisies selon la séparation à réaliser. Il peut s'agir de membranes planes ou de fibres creuses pour le cas de séparation physique, mais aussi d'autres géométries de membranes adaptées pour des séparations chimiques. On utilise par exemple des polymères vitreux pour séparer l'oxygène de l'air ou des polymères élastomères pour récupérer des vapeurs organiques. Dans cette équipe, certains chercheurs modélisent et simulent des processus et des procédés intervenant dans ces séparations. Nous disposons d'installations de perméation gazeuse, de nanofiltration et de pervaporation. Selon les molécules à séparer et selon leurs propriétés physico-chimiques telles que leur taille, on utilisera l'un ou l'autre des procédés. À côté de logiciels commerciaux comme COMSOL et Aspen, les chercheurs ont aussi développé leurs propres outils de calcul pour permettre la modélisation de systèmes multiconstituants et pour la simulation de plusieurs étages de séparation. Enfin, le troisième thème est l'utilisation de milieux supercritiques nécessitant de haute pression et de haute température, comme le CO2 supercritique par exemple. Ce solvant non toxique et non inflammable permet de séparer des molécules d'intérêt biologique sans utilisation de solvants organiques potentiellement polluants. L'équipe PRISM, procédés photoniques réactifs intensifiés et systèmes microstructurés, travaille sur la compréhension et l'amélioration des procédés chimiques en diminuant leur taille mais en produisant toujours la même quantité de produits finis. Cela conduit à l'obtention de procédés constitués de mini-réacteurs et de mini-mélangeurs mis en parallèle, permettant une production plus sûre, mieux contrôlée et de meilleure qualité. Dans ce but, des calculs numériques complexes sont réalisés
afin de modéliser l'usine chimique et de confronter les résultats théoriques à ceux obtenus expérimentalement sur des unités pilotes, voire sur des Legos chimiques. Un exemple du savoir-faire de l'équipe Prism est présenté ici. Ce mélangeur-échangeur fait intervenir à la fois les grandes et les petites échelles. La méthode de travail consiste d'abord à imaginer le dispositif, puis à le concevoir sur ordinateur. Enfin, le prototype est réalisé par stéréolithographie, un peu comme des pièces qui seraient fabriquées par des imprimantes 3D. Au LRGP, nous travaillons également sur les procédés spécifiquement adaptés au domaine biologique. Ce sont les bioprocédés. Dans l'axe bioprocédés-biomolécules, nos recherches portent sur les procédés biotechnologiques et la thérapie photodynamique, avec des applications allant de la nutrition à la santé, en passant par les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. Mais en quoi consiste l'étude des bioprocédés ? L'étude des bioprocédés consiste à comprendre, concevoir, contrôler et optimiser le procédé en vue de produire et ou de séparer des biomolécules d'intérêt. On peut citer en exemple la production de vaccins ou de molécules pour traiter le cancer, de suppléments nutritifs, de molécules antioxydantes fonctionnalisées pour pouvoir passer les membranes comme la peau. Dans les bioprocédés, la difficulté consiste à utiliser les ressources du système vivant pour répondre aux besoins d'un procédé industriel. On utilise souvent des cellules cultivées en suspension. Ces cellules sont donc très complexes. Avec une multitude de constituants ayant chacun leur rôle, elles fonctionnent comme de véritables usines très performantes. À partir de la matière première chimique ou biologique, les catalyseurs biologiques peuvent effectuer différentes réactions biochimiques. Catalyseurs biologiques, Kesako. Les catalyseurs biologiques ont pour rôle d'accélérer une réaction initialement très difficile à réaliser et qui peut être soit une réaction de synthèse, de dégradation ou encore de transformation. On trouve des catalyseurs biologiques vivants comme des cellules ou non vivants comme des enzymes. Ces réactions sont effectuées dans ce qu'on appelle un bioréacteur dont la capacité peut varier du litre à plusieurs centaines de mètres cubes. Après une dernière étape de séparation-purification, on obtient des molécules nutritives, des médicaments, des tissus biologiques, des composés pour la chimie verte ou encore pour l'énergie. Voyons maintenant quelques exemples. Concernant la valorisation d'agro-ressources, on peut se servir de graines de colza pour produire de l'huile utilisée en alimentation humaine ou comme agrocarburant. Après une première étape d'extraction d'huile, on obtient un tourteau qui est un coproduit, en d'autres mots, un déchet à valoriser. Une seconde étape d'extraction-purification permet de récupérer les protéines à partir de ce tourteau. Ces protéines, une fois extraites, sont découpées en peptides qui peuvent alors être valorisés pour leur fonctionnalité et leur activité biologique. Selon leurs propriétés émulsifiantes, antioxydantes, antimicrobiennes ou autres, diverses applications seront ciblées, notamment en nutrition santé. L'objectif de ces recherches est donc de découvrir de nouveaux intérêts potentiels à un coproduit très mal valorisé au départ. Un autre exemple tiré de l'industrie pharmaceutique est la production d'anticorps et de vaccins par la mise en culture de cellules animales. Nos recherches consistent à mieux comprendre et à mieux contrôler les procédés de culture afin de les rendre plus performants. Dans le cas de ces procédés, nos travaux consistent à mieux caractériser les cellules cultivées, à mettre au point des milieux de culture nutritifs, à étudier l'impact de l'environnement hydrodynamique sur les cellules et à utiliser de nouveaux outils de contrôle en ligne des réacteurs pour suivre stérilement différents paramètres comme les concentrations des cellules ou des composés du milieu de culture. Prenons enfin un autre exemple, la pomme de terre. Non, je me suis trompée, la PDT. C'est un cycle qui signifie thérapie photodynamique. Ce principe découvert en 1903 est utilisé en clinique dans une trentaine d'hôpitaux en France. On travaille actuellement sur la 4e génération de molécules photosensibles vectorisées vers les zones tumorales. En présence d'une molécule photosensible d'oxygène et de lumière, l'objectif est de pouvoir traiter et guérir des cancers en ciblant directement une tumeur. Ainsi, nos recherches visent à synthétiser de nouvelles biomolécules plus efficaces. L'axe 4 du LRGP se nomme « Cinétique et thermodynamique pour l'énergie et les produits ». Décomposons cet intitulé. La cinétique, c'est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Quant à la thermodynamique, c'est historiquement le domaine de la physique qui explique comment utiliser la chaleur pour générer le mouvement. Autrement dit, comment convertir la chaleur en énergie mécanique. La thermodynamique étudie aussi le comportement des corps purs et des mélanges. Elle permet en particulier de comprendre la relation entre température, pression et état de la matière, par exemple liquide, gaz ou solide. Dans cet axe, les chercheurs utilisent donc les apports de ces deux grandes disciplines, la cinétique et la thermodynamique,
afin de comprendre et d'améliorer l'utilisation de l'énergie dans les procédés industriels, en répondant à certaines questions comme par exemple comment générer de l'énergie à partir de la matière, comment la convertir et comment l'économiser. Le but de ces recherches est de proposer des solutions aux grands enjeux énergétiques de ce siècle en concevant par exemple de nouveaux solvants plus respectueux de l'environnement ou de nouveaux carburants à partir de ressources naturelles telles que la biomasse. Dans cet axe de recherche, 2 équipes se consacrent à l'étude cinétique, c'est-à-dire l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Pour l'équipe cinétique de combustion des hydrocarbures, les objectifs sont de mieux comprendre les phénomènes d'auto-inflammation, dans les moteurs par exemple, ainsi que l'effet des additifs des essences sur les cinétiques. Cette équipe cherche aussi à caractériser la nature et les quantités de polluants émis par les réactions de combustion, comme par exemple le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote, les suies, etc. De manière générale, les vitesses des réactions chimiques peuvent être estimées par l'expérience, mais elles peuvent également être prédites théoriquement. Dans ce but, les cinéticiens décomposent les réactions chimiques en séquences de petites réactions élémentaires. Cette démarche leur permet alors de prévoir les cinétiques de réaction pour lesquelles aucune expérience n'a été réalisée à ce jour. Les travaux de cette équipe ont été primés à plusieurs fois par des médailles décernées par le CNRS. L'équipe cinétique des réactions thermiques étudie la cinétique en phase gazeuse des réactions thermiques d'hydrocarbures. Elle s'intéresse essentiellement à la pyrolyse, c'est-à-dire une réaction de décomposition en absence d'oxygène. L'objectif de ces recherches est la compréhension de la réaction chimique et sa modélisation. Pour ce faire, leurs travaux expérimentaux permettent de caractériser les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire la séquence de réactions élémentaires, qui expliquent les réactions complexes étudiées. Les domaines des réactions sont très étendus. Ils vont de 150 degrés C en géochimie des pétroles, avec des temps de réaction se comptant en millions d'années, à 1000 degrés C pour des réactions de l'ordre de la seconde, dans le cas des dépôts de pyrocarbone par exemple, pour la fabrication de nouveaux matériaux. Les domaines d'application de ces recherches sont variés. Ils couvrent aussi bien l'exploration pétrolière que le refroidissement des moteurs de fusée. Passons à présent à l'équipe thermodynamique et énergie. L'une de ses activités principales consiste à développer des modèles capables de prédire l'état physique, liquide, solide ou gazeux, d'un composé donné, qu'il s'agisse d'un corps pur ou d'un mélange, et l'énergie qu'il renferme. Ces modèles sont des équations mathématiques susceptibles de reproduire la réalité expérimentale, voire de la prédire. Un autre grand enjeu de cette équipe réside dans la compréhension et l'amélioration de l'utilisation de l'énergie dans les procédés de l'industrie chimique. Dans ce cadre, les chercheurs tentent par exemple d'inventer de nouvelles générations de pompes à chaleur ou encore d'améliorer les procédés déjà existants de dessalement de l'eau de mer. L'environnement est également une préoccupation des chercheurs. Afin de limiter l'utilisation de solvants organiques toxiques et coûteux à régénérer, une thématique de recherche est intégralement dédiée à l'élaboration de solvants propres, peu nocifs pour les hommes et pour la nature. Pour ces travaux expérimentaux, cette équipe dispose d'installations pilotes, c'est-à-dire d'installations industrielles réduites, et d'appareils de mesure capables de résister à de hautes températures et à de hautes pressions. La thermodynamique et la cinétique sont également utiles pour produire des énergies renouvelables. L'équipe Génie de la réaction pour l'environnement et les énergies renouvelables travaille sur la valorisation de la biomasse ou des déchets. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière organique issue des végétaux, du bois, des animaux et des champignons, et qui peut être utilisée comme source d'énergie. Avec la biomasse, on peut produire des gaz comme du méthane ou de l'hydrogène ou des biocarburants, les biocarburants qui nous affranchiront peut-être de notre dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières. Pour y parvenir, les chercheurs imaginent différents procédés de conversion de la biomasse, comme par exemple un procédé de production d'électricité verte avec EDF, mais la biomasse peut également servir à fabriquer des produits chimiques dans les bioraffineries du futur. Le dernier axe de recherche concerne l'étude des procédés pour les matériaux et les produits. Dans cet axe, les chercheurs s'intéressent à des produits tels que les polymères, les poudres et les fluides complexes, ainsi qu'à leurs propriétés d'usage. Leur objectif est d'élaborer et de mettre en forme des produits pour obtenir des fonctions d'usage contrôlées et d'établir un lien entre les caractéristiques physiques ou chimiques et les propriétés d'usage. Les polymères tels que les matières plastiques sont très présents dans notre vie quotidienne. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Bouteilles d'eau, emballages, stylos, cosmétiques, voitures.
Véritables matériaux du 3e millénaire, légers, résistants, esthétiques, les matières plastiques sont également devenues indispensables et incontournables dans bien des secteurs de pointe comme l'aéronautique ou le secteur médical. Pour améliorer encore les performances de ces matières plastiques, les chercheurs du laboratoire se mobilisent pour mieux comprendre leur structure, maîtriser leurs procédés de fabrication et optimiser leur cycle de vie, depuis la matière première jusqu'à leur recyclage. L'objectif est de développer des procédés plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour élaborer des matériaux toujours plus innovants. Un exemple de ces procédés est le procédé d'extrusion réactive, étudié depuis plusieurs années au laboratoire. En faisant subir à la matière un traitement thermomécanique intense dans une extrudeuse, on peut élaborer aujourd'hui de nouveaux matériaux en utilisant comme matière première des ressources naturelles comme par exemple l'amidon de blé ou de maïs, ou même des déchets comme des pneus usagés. Et tout cela sans solvant et en économisant de l'énergie. Bref, les matériaux et les procédés qui serviront à construire le monde de demain sont déjà dans les laboratoires. Les poudres constituent un autre exemple de matériaux très étudiés au laboratoire, car elles sont très utilisées dans l'industrie et omniprésentes dans les produits du quotidien. Nanoparticules de quantum dots pour la fabrication de LED, cristaux de carbonate de calcium ou de magnétite, comprimés pharmaceutiques ou cosmétiques. Quelle que soit la taille des particules, il est nécessaire de maîtriser les différentes étapes de fabrication pour obtenir les propriétés souhaitées. Les travaux de recherche menés au laboratoire consistent donc à s'intéresser à leurs conditions de synthèse, aux réacteurs et aux procédés de mise en forme. Les produits étudiés sont très nombreux et les applications très variées. Nouveaux catalyseurs, particules magnétiques, élimination sélective de polluants dans des effluents, formulation de poudre non-feu pour imprégner des textiles. Nous développons nos recherches autour de la notion de propriété d'usage. En effet, le client ou le consommateur est surtout intéressé par la performance du produit, son efficacité, ses propriétés multifonctionnelles. En général, la composition n'est pas le critère principal de sélection d'un produit. Il s'agit donc d'évaluer comment atteindre la performance des produits en choisissant les ingrédients, les procédés et les conditions opératoires de manière optimale. Ces études nécessitent également de mettre en œuvre des techniques de caractérisation performantes, tant des matières premières que des produits finis. La rhéologie est la science des écoulements et des déformations de la matière. Elle a pour but d'établir des relations entre les forces qui s'exercent sur un matériau et la manière dont il se déforme ou s'écoule en réponse à ces forces. Ces relations mathématiques vont nous permettre de comprendre leur comportement en diverses circonstances. Comment vont-ils s'écouler dans une canalisation ou dans une cuve d'agitation? Seront-ils faciles à étaler ou à avaler? Vont-ils se démouler facilement? Si on considère des fluides simples d'un point de vue rhéologique, tels que l'eau, l'huile, l'alcool ou le lait, il suffit de connaître leur viscosité, c'est-à-dire leur résistance à l'écoulement, pour comprendre et prévoir leur comportement en diverses circonstances. Cependant, l'immense majorité des fluides qui nous entourent, tels que les peintures, les colles, les bétons, la boue, les crèmes, les mascaras, les shampoings, les pâtes, dentifrices, les sauces, pour n'en citer que quelques-uns, ont des comportements beaucoup plus complexes. Ce sont des fluides puisqu'ils s'écoulent sous l'application d'une contrainte, mais ils peuvent également se comporter comme des solides. L'étude de ces fluides qualifiés de rhéologiquement complexes constitue un défi pour le génie des procédés, de la formulation et des produits, afin de mieux contrôler et de mieux maîtriser les propriétés d'usage et de satisfaire au final les consommateurs. Bonjour. Si j'étais une molécule de dioxyde de carbone, ou CO2, je vivrais plutôt mal ma situation. Le CO2, c'est une molécule clé pour la vie humaine et végétale. Elle permet par exemple aux plantes de pousser. Mais aujourd'hui, nos émissions de CO2 sont si importantes que cette molécule se trouve sous le feu de tous les projecteurs. En effet, ces émissions induisent un changement climatique majeur et d'ici 2050, 40% de la population pourrait vivre sans accès facile à l'eau potable. Alors une des sources principales d'émissions de CO2, c'est la production de notre électricité. Et partout dans le monde, même au Québec, des thésards cherchent comme moi comment capter le CO2. Alors, une possibilité consiste à absorber chimiquement le CO2 par une solution d'ammoniac. Ces deux partenaires ont une grande affinité. Et comme l'éponge absorbe l'eau, la solution d'ammoniac est capable d'absorber le CO2.
Malheureusement, l'ammoniac est très volatile et il s'évapore énormément s'il est mis en contact direct avec le CO2. Alors, quand j'ai débuté ma thèse, mon chef m'a dit « Kamel, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de trouver un dispositif capable de mettre en contact efficacement le CO2 avec l'ammoniac. Il devra capter le plus de CO2 possible et limiter au maximum les pertes en ammoniac. PS, ton contrat s'autodétruira dans 3 ans. » Devant l'urgence, j'ai décidé de m'inspirer de la nature et d'utiliser des membranes. Une membrane, c'est une fine couche qui a la faculté de choisir les molécules qu'elle laissera passer. Comme un tamis, une membrane laisse passer en premier les molécules les plus petites. Alors la plus belle des membranes, c'est certainement votre peau. Elle laisse sortir l'eau lorsque vous transpirez, mais elle la laisse jamais entrer. Pensez aussi à vos poumons. Ils laissent l'oxygène entrer et le CO2 sortir. Alors de la même façon, j'ai imaginé une membrane qui séparait physiquement la fumée à traiter et la solution d'ammoniac absorbante. Ce tamis idéal serait capable de laisser passer le CO2 vers l'ammoniac pour être absorbé, mais pas l'ammoniac qui serait alors confiné. Mais quel tamis choisir ? Après quelques expériences ratées, j'ai trouvé une solution à ce problème de taille. J'ai découvert des matériaux que j'appelle effrayants. À l'approche de ces matériaux, les molécules de CO2 traversent rapidement la membrane, alors que les molécules d'ammoniac se comportent comme si elles avaient peur. Pour gérer ce stress, elles se regroupent entre elles et forment des agrégats qui sont trop gros pour traverser les petits trous de la membrane. Il n'y a alors plus de fuite d'ammoniac. Après 3 ans en blouse, j'ai montré que ces membranes permettaient de capter plus de 90% du CO2 et de réduire drastiquement les pertes en ammoniac. Alors, dans 3 mois, quand j'aurai soutenu ma thèse, je pourrai enfin dire « mission accomplie ». Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Malgré l'orage qui commence, j'imagine que vous vous languissez déjà de passer des longues journées à la plage, au soleil, à profiter et à prendre des coups de soleil bien mérités. Néanmoins, est-ce que vous savez que toutes les 2 minutes, le soleil apporte à la Terre l'équivalent de 1 an de consommation énergétique? C'est énorme. C'est énorme et c'est d'autant plus intéressant lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, 80% de la production en énergie est basée sur la combustion du gaz, du pétrole et du charbon, qui sont des ressources fossiles, donc épuisables, et qui produisent des gaz à effet de serre lorsqu'on les brûle. Ça, c'est la première chose. D'autre part, lorsque l'on produit de l'énergie, ce qui serait vraiment bien, c'est d'arriver à la stocker. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui nous permettent de stocker l'énergie? Eh bien, majoritairement, les batteries au lithium. L'inconvénient des batteries au lithium, c'est que le lithium est un métal qui est rare, cher, polluant. Et si on voulait, par exemple, remplacer 5% des véhicules présents sur Terre par des véhicules électriques, on consommerait 100% du lithium présent sur Terre. Donc c'est une solution de stockage d'énergie qui a un avenir finalement assez limité pour les grandes échelles. Alors, mon challenge, c'est d'arriver à trouver une solution qui permet de produire et stocker l'énergie dans un seul dispositif, à partir de la lumière. Vous allez me dire, c'est un peu la quadrature du cercle, parce que si un tel dispositif devait exister, il existerait déjà. Alors, on a un certain nombre d'éléments de réponse sur lesquels on va pouvoir se baser. Le premier, c'est ce qu'on appelle la cellule de Grätzel, ou la DSSC, qui a été inventée en Suisse. Et en fait, la cellule de Grätzel, c'est un petit panneau solaire qui est construit à partir, on va dire vulgairement, de crème solaire et de chlorophylle. Donc, c'est 2 éléments que l'on trouve assez facilement. Et la construction de ces panneaux solaires se réalise par sérigraphie. Donc, c'est comme ça qu'on imprime le t-shirt et les chemises, par exemple. D'autre part, on sait faire des batteries avec du fer depuis déjà un certain nombre d'années, et puis la Lorraine est très attachée au fer, on le sait, par toute l'industrie qui a été développée. Et donc, le défi de ma thèse, c'était d'allier ces 2 technologies, la cellule de Grätzel et les batteries au fer, afin de réaliser un dispositif qui produise et stocke l'énergie à faible coût, avec des matériaux de tous les jours. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on n'est pas loin d'avoir réussi ce challenge, puisque si on faisait une batterie peut-être de 33 centilitres, la taille d'une canette de Coca-Cola, on arriverait à regarder un DVD complet sur un lecteur de DVD portable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, l'inconvénient de cette batterie, c'est qu'elle va se recharger en 8 à 10 heures, ce qui est relativement long et trop long pour avoir un produit fini. Donc la dernière année de ma thèse va s'axer majoritairement sur la recherche de la réduction
ce temps de charge afin d'avoir une batterie complètement autonome qui se charge à la lumière, qui se décharge à volonté à partir de matériaux courants